Le 23 juin 1956, en fin d'après-midi, le peintre Georges Mathieu réalise un happening artistique dans les rues de Londres. Il peint une œuvre monumentale, nommée la bataille d'Hastings, en référence à l'affrontement qui opposa Guillaume de Normandie à Harold Godwinson pour le trône d'Angleterre. Cette peinture gestuelle évoque la violence de la bataille. La couleur rouge qui traverse le tableau met en valeur le sang des combattants, coulant sur les terres. L'explosion visuelle des lignes de couleurs différentes met en valeur l'action dynamique et rapide de cette page de l'histoire. Ce tableau est une représentation abstraite de l'exploit que constitua la conquête de l'Angleterre. Cet exploit résonne encore aujourd'hui comme un fait marquant du Moyen-Âge. Mais comment un jeune duc, bâtard de naissance, a-t-il réussi là où tant d'autres échoueront par la suite ? Quel fut ce contexte si particulier qui permit à la fois de conquérir l'Angleterre, mais également d'y imposer des structures nouvelles ? Voici quelques éclaircissements. L'histoire de Guillaume le Conquérant est étroitement liée à celle de grands envahisseurs venus du nord de l'Europe, les célèbres Vikings. Depuis le 8e siècle, la chrétienté franque subit les assauts répétés de ces navigateurs hors pair. En 911, le chef scandinave Rollon est battu par une coalition de Francs sous les murs de Chartres. Ce moment est décisif car le roi carolingien Charles le Simple, en position de force, va en profiter pour négocier la paix avec le chef nordique, et cela pour plusieurs raisons. Le roi souhaiterait tout d'abord s'étendre sur le royaume de Lotharingie, sans être menacé directement par les Vikings. Ensuite, cette paix permettra de stopper les incursions et donc les exactions venues du nord. En optant pour l'intégration et l'assimilation, le roi franc mise sur le long terme. La paix de Saint-Clair-sur-Epte est signée en 911, et Rollon reçoit les comtés de Rouen, Évreux et Lisieux. Le duché de Normandie est né, Normandie signifiant le pays des hommes du Nord. Rollon et ses hommes doivent se convertir au christianisme et ont pour mission d'assurer la protection du royaume. Une aristocratie normande forte va alors se développer pendant un siècle, permettant d'étendre ce territoire qui va devenir un des plus puissants du royaume. Certes, les Vikings acceptent une partie de la culture franque, mais ils ramènent dans leur drakkar quelques traditions propres, et notamment une qui nous intéresse particulièrement. Le mariage moré-danico, signifiant à la manière danoise, qui permet d'avoir plusieurs femmes. Les Normands perçoivent donc les enfants nés en seconde noces comme légitimes, et non comme des bâtards. C'est ainsi qu'aux alentours de 1027, sans doute en automne, naît à Falaise Guillaume, fils de Robert le Magnifique, duc de Normandie, et d'Arlette, une fille de la ville d'origine modeste. Usant donc de la tradition moré-danico, Robert le Magnifique fait reconnaître son fils comme son successeur à l'aristocratie normande, avant de partir en pèlerinage à Jérusalem, pèlerinage dont il ne reviendra jamais. Il expire en 1035 sur la route de Nicée, et Guillaume, âgé de 8 ans, se retrouve contesté par les barons locaux. Son enfance et son adolescence sont marquées par la violence qui règne autour de lui. Malgré la tutelle et la protection de proches de son père, sa légitimité est remise en cause du fait de sa bâtardise, qui sert surtout de bon prétexte aux ambitions d'autres familles. Un événement sanglant traumatisera Guillaume, alors âgé de 13 ans. L'assassinat d'un de ses tuteurs en pleine nuit, égorgé dans la même pièce, obligeant le jeune duc à se dissimuler pour échapper à la mort. Événement marquant s'il en est, son caractère en sera bouleversé à tout jamais, le rendant par la suite implacable dans ses choix. Malgré toutes ces tentatives, Guillaume atteint la majorité et s'émancipe de la tutelle familiale. C'est à ce moment qu'une grande rébellion éclate, clairement dirigée contre lui. Une partie de la noblesse normande se soulève et il échappe une nouvelle fois de justesse à une tentative d'assassinat. La Normandie sombre alors dans l'anarchie. Guillaume va alors faire preuve d'un habile sens tactique et politique afin de rétablir la situation et consolider son pouvoir. Il demande de l'aide au roi de France, Henri Ier, et écrase les puissants barons lors de la bataille de Vallesdune. Barons qui seront contraints de démanteler leur forteresse ou de fuir en Italie. C'est à cette période qu'il décide d'épouser Mathilde, fille du puissant comte de Flandre et nièce d'Henri Ier. Cette union sera interdite par le pape, en raison du fort degré de consanguinité des époux. Mais les jeunes mariés seront absous au prix d'une pénitence, la construction de 4 hôpitaux et 2 monastères. L'abbaye aux hommes et l'abbaye aux femmes, ainsi que la construction d'un château ducal, qui vont permettre un développement rapide de la ville de Caen, devenant alors l'épicentre de la Normandie. En suivant les conseils du Vatican, il réussit à recevoir l'appui de la papauté, ce qui va avoir une grande importance lors de la conquête de l'Angleterre. Les années qui suivent vont affermir son pouvoir. Suite au premier rapprochement avec le roi de France, ce dernier va vouloir limiter l'expansion de Guillaume, en se retournant contre lui. Mais il est défait en 1057 lors de la bataille de Varaville, et les deux hommes vont alors signer un traité de paix. Guillaume va pouvoir administrer son duché en s'appuyant sur une garde rapprochée de fidèles, une meilleure redistribution des terres et un contrôle accru des vicomtes. La Normandie est désormais une sorte d'État dans l'État, plus puissante que jamais.
Ce qui va permettre la conquête de l'Angleterre à Guillaume est une crise de succession dans laquelle plusieurs prétendants vont revendiquer le trône. Pour faire simple, le roi d'Angleterre en 1066, Édouard le Confesseur, n'a pas de descendants. C'est tout de même la première condition à une revendication. Édouard est normanophile, il a vécu 30 ans en Normandie avant d'être sacré roi. Il est pieux, dévot et chaste, et il aurait promis l'Angleterre à Guillaume vers 1051. Un autre élément va légitimer la conquête de Guillaume, la promesse d'un autre prétendant de laisser la couronne au duc de Normandie. Son nom est Harold Godwinson, comte de Wessex, qui lui aussi a quelques arguments liés à son lignage familial. Il est le frère de l'épouse d'Édouard. Guillaume, lui, n'est qu'un cousin assez éloigné. Mais Harold s'échoue un jour en baie de Somme. Guillaume l'accueille après l'avoir délivré d'un baron qui l'avait fait prisonnier. Et habile tacticien, il réussit à extorquer à Harold, qui devait se sentir redevable, sans doute sous la menace, la promesse qu'il ne revendiquera pas l'Angleterre. Harold, contraint, prête serment sur des saintes reliques devant une assemblée de barons. Cet épisode est à prendre avec des pincettes. Décrit dans la tapisserie de Bayeux, il n'en reste pas moins sujet à caution pour de nombreux historiens. Profitons-en d'ailleurs pour évoquer dès à présent cette fameuse tapisserie de Bayeux, chef-d'œuvre absolu du Moyen-Âge, et qui retrace sur une broderie de 70 mètres de long l'incroyable aventure de Guillaume le Conquérant. Cette œuvre inestimable, également nommée tapisserie de Mathilde, fut brodée après la conquête de l'Angleterre et couvre l'histoire allant de la fin du règne d'Édouard le Confesseur à la célèbre bataille d'Hastings. Elle y est pour beaucoup dans la création de la légende du conquérant, comme une sorte de propagande de l'époque. Mais cette tapisserie porte en elle une approche originale dans la manière de conter une histoire, voire des histoires. Pour certains, elle est un premier antécédent de la bande dessinée, enchaînant des scénettes au sein d'un cadre délimité, ce qui n'est pas non plus sans nous rappeler les peintures rupestres ou les fresques antiques. Parfois les personnages débordent, offrant une conception dynamique de l'action. Mais ce rapprochement est à tempérer, tant les différences sont grandes. Aucune bulle de texte par exemple. Un personnage peut être représenté plusieurs fois dans la même scène, comme ici la représentation d'Harold prenant la mer avant d'être fait prisonnier. Hergé, l'auteur de Tintin, s'approchera de ce procédé sur une case du Crabe aux pinces d'or, saisissant sur une seule case les séquences d'une fuite, décomposant un mouvement qui pourrait être celui d'un seul et même personnage. Ce rapport au mouvement dans la tapisserie est un élément des plus fascinants. La charge de cavalerie lors de la bataille d'Hastings pourrait s'assimiler à une véritable décomposition chronophotographique des déplacements réduits dans l'espace et le temps, et nous rappelle un peu les travaux de Muybridge sur le galop du cheval. Pour ces raisons, on peut aussi rapprocher la tapisserie de l'écriture filmique. Ne dissocions pas les actions, elle est un mouvement incessant de scènes qui se chevauchent, la présentation vivante d'une histoire, avec des séquences plus ou moins longues, des plans, un découpage, un montage, un scénario, une mise en scène. D'ailleurs, on s'y réfère dans de nombreux films, notamment dans certains génériques. Viking de Richard Fletcher en 1958, ou plus récemment Robin des Bois avec Kevin Costner, et même les Simpsons y font référence dans un de leurs génériques. Une animation 2D créée récemment témoigne de cet aspect cinématographique, mais tout ceci est toujours discutable, tant les analyses et les points de vue sont à ce sujet nombreux. Il n'empêche que la broderie, par sa grandeur et son originalité, est une œuvre des plus marquantes de l'histoire de l'humanité. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux. Édouard le Confesseur meurt le 5 janvier 1066. Harold se fait reconnaître roi d'Angleterre, avec l'assentiment du Conseil saxon. Mais Guillaume convoque dans la foulée une assemblée de tous ses hommes. Il réussit à les convaincre du bien fondé d'une démarche de conquête. Parallèlement, il en réfère à Rome, qui décide de soutenir l'expédition. Il faut dire que le Saint-Siège était entouré par les Byzantins et les Sarrasins au sud de l'Italie, qui s'affrontaient avec des Normands installés des années auparavant. Alors cela les arrange bien. Le pape excommunie Harold et envoie à Guillaume des reliques et une bannière de l'église romaine, légitimant ainsi définitivement cette volonté de conquête. Guillaume sollicite alors le concours des hommes valides, prêts à se battre, offrant une forte solde et le pillage de l'Angleterre à toute personne souhaitant l'aider. L'Europe occidentale accourt, auquel Guillaume adjoint le concours de riches barons. Une flotte immense se prépare en baie de Somme. Retardée par des vents défavorables, l'armada traverse la Manche et débarque le 28 septembre 1066 en Angleterre, avant de s'installer sur la base d'Hastings afin d'attendre son ennemi. Une anecdote célèbre veut que Guillaume soit tombé à terre en débarquant. Mauvais présage s'il en est, il retourne la situation à son avantage. Se relevant et prenant de la terre dans ses mains, il s'exclame « J'ai saisi cette terre de mes mains, et par la splendeur de Dieu, tant qu'il y en a, elle est à nous. » Harold, lui, a fort à faire. Un autre prétendant au trône, le Norvégien Harald Hardrada, a débarqué quelques jours plus tôt au nord de l'Angleterre. Les troupes d'Harold doivent le neutraliser et le battre lors de la sanglante bataille de Stamford Bridge le 25 septembre, 3 jours avant le débarquement de Guillaume. Son armée n'a pas le temps de se remettre et doit redescendre tout le royaume au pas de course. Ils arriveront devant les troupes du Normand épuisées. Un signe céleste conforte à ce moment l'ambition du duc.
La célèbre comète de Halley traverse le ciel juste après la mort du roi viking Hardrada, exaltant les cœurs et le courage de ces hommes superstitieux, qui voilà un signe de victoire. Le 14 octobre 1066 a lieu la bataille décisive à Hastings. Au départ, à l'avantage d'Harold suite à une attaque d'infanterie normande auquel les Saxons résistent, le cours de la bataille s'inverse lorsque les troupes de Guillaume font semblant de reculer. Croyant alors que la bataille est gagnée, l'armée d'Harold avance de manière désorganisée, permettant à la cavalerie normande de les massacrer. Une salve de flèches va alors transpercer l'œil d'Harold, qui succombera dans la journée. Sans chef, l'armée saxonne est alors mise en déroute. Guillaume remporte cette bataille, qui reste une des plus importantes de l'histoire de l'Angleterre. Mais la conquête de l'Angleterre ne se résume pas à cette unique bataille. Les Anglais vont encore résister longtemps, malgré le couronnement de Guillaume le 25 décembre 1066. La période qui s'ouvre va être marquée par de nombreux pillages et exactions, justifiant la révolte des habitants qui vont être sévèrement réprimés, notamment dans le nord. Des châteaux forts vont être construits, servant de base à cette politique violente. Le bâtiment le plus connu étant la Tour de Londres, qui deviendra le symbole de la toute-puissance royale. Guillaume souhaite s'attacher le soutien des barons locaux, afin d'affermir son pouvoir à travers des jeux d'alliance. Mais nombre d'entre eux retourneront leur veste et le défieront ouvertement, provoquant une certaine instabilité dans tout le royaume. En redistribuant des terres à ses alliés de conquête, il chamboule au passage l'organisation de l'Angleterre. Malgré ses soulèvements, parfois aidé par des Danois, Guillaume réussit à mater ses rébellions dans la brutalité. Il faut dire que sa fin de vie n'est pas des plus faciles. La Normandie connaît aussi une crise, obligeant le nouveau roi à d'incessants allers-retours entre la France et l'Angleterre. Le Maine se détache de son emprise, et la Flandre connaît une crise de succession. La révolte des Condes permet au roi de France, Philippe Ier, d'affaiblir Guillaume lors du siège de Dole, marquant la plus grande défaite du duc de Normandie sur le continent. Les luttes continuelles entre les meilleurs ennemis que sont la France et l'Angleterre commencent réellement en cette période. Guillaume va profiter des différentes conjurations pour imposer une nouvelle organisation et administration à l'Angleterre. Les shérifs qui administrent les comtés pour le roi sont des barons normands, après que Guillaume ait évincé la plupart des prélats saxons, poussant son autorité jusqu'à imposer à ses sujets à lui prêter serment de fidélité, donnant donc naissance à l'Angleterre féodale. Le vieux système saxon se trouve imbriqué dans le nouveau modèle normand. C'est à ce titre qu'il ordonne un grand inventaire des terres et des sujets, connu sous le nom de Domesday Book, littéralement le livre du jugement dernier. Ce recensement sert surtout à établir combien chaque propriétaire possédait en terre et en bétail, afin de mieux les taxer. Il ne faut pas rêver, il s'agit de la volonté d'évaluer le potentiel fiscal de son nouveau royaume, et non une entreprise désintéressée de simple recensement de la population. C'est dans ce contexte difficile de révolte et conjuration, aussi bien en Normandie qu'en Angleterre, que Guillaume le Conquérant expire à Rouen en 1087. Il partage son royaume à la façon des rois carolingiens, provoquant une crise de succession entre ses descendants, que son troisième fils réglera en récupérant les couronnes de duc de Normandie et de roi d'Angleterre. Les restes de sa dépouille sont aujourd'hui dans l'abbaye aux Hommes, à Caen. Guillaume le Conquérant a profondément marqué son temps et laissé une œuvre majeure dans l'histoire. Après avoir assis son autorité en Normandie, il a réussi l'exploit de conquérir l'Angleterre, et surtout d'y apporter un mouvement réformiste, sans doute dans la volonté de faire régner l'ordre et la paix, la fin justifiant les moyens brutaux parfois mis en œuvre. Sa légende, de bâtard à conquérant, a su traverser les temps, grâce à ses réformes et des œuvres concrètes parvenues jusqu'à nous, comme la tapisserie de Bayeux ou le Domesday Book, qui révèlent, au-delà de l'habile politicien et militaire qu'il était, une vision presque mystique sur sa destinée et sa postérité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, d'autres vidéos devraient arriver, je vous encourage à commenter ou à apporter des précisions si vous en avez, j'ai pas pu traiter tout le sujet, il a fallu faire des choix, évidemment. Voilà, je vous remercie encore d'avoir visionné, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.